Fusillade dans une église en Caroline du Sud. Le présumé auteur arrêté. Les habitants réagissent. Un collectif demande plus d'hébergements pérennes pour les migrants en France. C'était à travers une conférence de presse. Le pape François, à travers un message, donne un coup de pouce aux défenseurs du climat. Il demande de ne pas condamner les OGM. Bonjour chez vous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par quelques nouvelles du Bénin rapidement. Il faut dire que Lionel Zissou, le banquier et neveu de l'ancien président Émile Derlin Zissou, vient d'être nommé par le président de la République comme premier ministre de son nouveau et probablement dernier gouvernement. L'ancien ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique François Abiola devient vice-premier ministre. Les ministres Komikuchi Alassane Soumano et Jero Amoussouga montent en grade et deviennent respectivement ministre d'État chargé de l'économie et des finances, ministre d'État chargé de l'enseignement secondaire et ministre d'État chargé des OMD. Le ministère de l'Intérieur sera occupé par l'actuel préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Précisons qu'il y a de nouvelles entrées dans cette équipe qui semble être le dernier gouvernement du président Thomas Boniaï. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres éditions. Aux États-Unis, l'auteur présumé du carnage à caractère raciste survenu mercredi dans une église de la communauté noire dans le sud du pays a été appréhendé. C'était jeudi en fin de matinée en Caroline du Nord. Le suspect, un jeune homme blanc âgé de 21 ans, répondant au nom de Dylan Roof, a déjà eu affaire à la police à au moins 2 reprises, notamment pour trafic de drogue. L'acte qu'il a commis est considéré comme l'une des pires tueries motivées par la haine raciale depuis des années aux États-Unis. Et suite à cette arrestation, quelques habitants de la Caroline du Sud ont bien voulu exprimer leur état d'âme. Nous étions inquiets au sujet de l'Irak, de l'Afghanistan. Nous pensions qu'on serait bombardé de là-bas. Mais nous avons une bombe ici même aux États-Unis et du terrorisme entre nous, entre noirs et blancs. Et il faut que les armes à feu soient retirées des rues aux États-Unis. Je ressens comme un sentiment d'incrédulité, de tristesse. Vous savez, je ne peux pas comprendre qu'un jeune homme ait pu faire cela. Tout ce que je peux faire, c'est envoyer des prières aux familles et à tout le monde, mais aussi à sa famille, celle du jeune homme. D'après ce que j'ai compris, le jeune homme a obtenu les armes à feu de ses parents. Je veux simplement comprendre comment ses parents ont pu accepter cela. Un enfant vient tuer 9 personnes et maintenant, à quoi pouvons-nous nous attendre? En Afrique du Sud, une séance de questions au Parlement a été ajournée jeudi sans que le chef de l'État, Jacob Zuma, ne puisse prendre la parole. C'était après que les députés de gauche raciale l'ont sommé de rendre l'argent en référence au scandale lié à sa résidence de Nkandla. Près de 3 heures plus tard, et malgré une réunion des chefs de groupe parlementaire, la présidente du Parlement a ajourné la séance en raison de l'agitation provoquée par les combattants de la liberté économique de Julius Malema. Ces derniers demandent à Jacob Zuma d'être honnête et de rendre simplement l'argent. En France, le collectif des ponts pas des murs a donné une conférence de presse jeudi au cours de laquelle il a lancé un appel aux autorités afin de sortir de la logique de campement. En effet, les membres du collectif estiment que le plan d'hébergement pour les migrants ne répondra pas à l'entièreté des besoins en ce qui concerne les hébergements d'urgence et propose des solutions pour son amélioration. Voici quelques extraits de cette conférence.
Sur le versant de l'accueil sanitaire et social, ce plan est sous-calibré. Malgré les 10 000 places proposées, parmi lesquelles 1 500 places au centre d'hébergement d'urgence, on sait déjà que ce sera insuffisant lorsqu'on sait que près de 3 000 à 4 000 personnes se trouvent dans des conditions d'extrême insalubrité, en grande précarité autour de Calais et Dunkerque, près de 1 000 à 2 000 personnes aussi dans les rues de Paris et l'équivalent entre Lyon et Menton. Il faut sortir des logiques de campement, désengorger Calais et ouvrir rapidement des dispositifs en dur à taille réduite, 200 à 300 personnes, où les personnes migrantes précaires puissent se reposer, se loger, se nourrir, bref, répondre à leurs besoins vitaux et en même temps connaître leurs droits et ouvrir leurs droits comme des demandes d'asile s'ils le souhaitent. Il faut que ces dispositifs se fassent en amont de Calais, donc il en faut à Paris, il en faudra probablement autour de Nice, autour de Lyon, bien évidemment à proximité de Calais aussi, mais on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui l'État cautionne un campement, une espèce de bidonville à ciel ouvert autour de ce dispositif Jules Ferry qui est sous-calibré. D'ici au 30 juin prochain, la République démocratique du Congo devra passer de 11 à 26 provinces. Les nouvelles provinces naîtront du découpage de 6 des 11 actuelles, dont le Katanga, et qui vit peut-être ces derniers jours. Avant fin juin, cette province du sud-est du pays doit donc éclater en 4 nouvelles régions, conformément à une réforme territoriale qui divise l'opinion. Ils s'y sont résignés. Les Katangais savent que le découpage de leur province est inévitable. Rien ne semble pouvoir arrêter la mise en place de nouvelles provinces prévues par la Constitution de 2006. Et pourtant, même au sein de la majorité présidentielle, le nouveau découpage administratif du pays suscite un fort clivage au Katanga. La province sera éclatée en 4 nouvelles régions, conformément à une réforme territoriale qui divise l'opinion publique. Nous sommes contents pour ce découpage parce que nos frères qui sont ici avaient même oublié d'investir chez nous. Maintenant qu'on aura notre province, nous serons tous obligés de développer notre territoire. Je suis content pour ça. Ça sera difficile au départ, mais ça va aller. La conséquence, il y aura le tribalisme, les divisions des familles, tout ça, le nord, le sud, tout ça. Donc il y aura des conséquences fâcheuses. Et attendons-nous à une guerre civile peut-être. Vous voyez. Donc c'est une loi qui ne favorise rien pour le moment. Le démembrement de Katanga doit se faire avant le 30 juin prochain. Il a été combattu par les 2 hommes forts de la province, son gouverneur Moïse Katumbi Chapoué et le président de l'Assemblée provinciale Gabriel Kiyungu Wakwamza, dans un climat de tension politique à l'approche d'une série d'élections devant commencer en octobre et s'achever par la présidentielle en novembre 2016. Publication de l'encyclique du pape François sur l'environnement. Le souverain pontife a refusé de condamner les organismes génétiquement modifiés. Il a en revanche critiqué les déséquilibres sociaux et l'agriculture extensive découlant de leur développement rapide. Il est difficile d'émettre un jugement général sur les développements de transgéniques, végétaux ou animaux, à des fins médicales ou agro-pastorales. Car les OGM peuvent être très divers entre eux et les risques ne sont pas toujours dus à la technique en soi, mais à son application inadaptée ou excessive. Voilà ce que pense le pape argentin dans ce test, alors que la culture des OGM s'est largement répandue en Amérique latine. Cette encyclique arrive à un moment crucial dans l'histoire humaine et causera sans aucun doute un effet international sur les consciences humaines. François a dit souhaiter sur ce sujet une discussion scientifique et sociale qui soit responsable et large. Suite à l'introduction de ces cultures, on constate une concentration des terres productives entre les mains d'un petit nombre due à la disparition progressive des petits producteurs. Pourquoi sommes-nous sur terre? Pourquoi travaillons-nous et nous battons-nous? Et pourquoi cette terre a besoin de nous? Et si nous ne posons pas ces questions profondes, dit le Saint-Père, je ne pense pas que nos inquiétudes quant à l'écologie auront un effet.
Le pape envoie aussi une pique au mouvement écologiste qui défendent l'intégrité de l'environnement et exigent avec raison certaines limites à la recherche scientifique et n'appliquent pas parfois ces mêmes principes à la vie humaine. Au Danemark, quelques 4 millions d'électeurs votaient jeudi pour renouveler le Parlement danois. Il s'agit d'un scrutin à l'issue incertaine entre la gauche au pouvoir et l'opposition de droite. Les deux camps étaient en effet au coude à coude après la campagne. Cette dernière était dominée par les questions économiques et l'immigration. À Hong Kong, les députés pro-démocratie ont fait échec jeudi à un projet controversé de réforme électorale, un acte de défiance à l'égard de Pékin qui avait mis en garde contre la menace de chaos si le texte était rejeté. Dans cette ancienne colonie britannique, revenue dans le giron de la Chine en 1997, pas une voix n'a manqué au camp pro-démocratie pour dire non à ce texte fixant les modalités de l'élection en 2017 du chef de l'exécutif. Le Parlement hongkongais a ainsi rejeté un projet de réforme électorale soutenu par Pékin et qui avait jeté ses opposants dans la rue l'an dernier. Le projet de réforme prévoyait pour la première fois d'instaurer le suffrage universel alors que le chef au gouvernement local est actuellement désigné par un collège de grands électeurs loyaux à Pékin. Le texte devait recueillir la majorité des 2/3 des 70 voix au Conseil législatif pour avoir force de loi. La plupart des législateurs pro-démocratie, et en particulier les plus modérés, ne veulent pas être vus comme ceux qui trahissent les intérêts de Hong Kong. Donc la plupart des pro-démocrates, et en particulier les modérés, préfèrent voter contre le texte. De la révolte des parapluies à l'échec de la réforme électorale. Quel avenir politique pour Hong Kong désormais? Les pro-démocraties dénoncent un travestissement de la démocratie, mais le gouvernement de Hong Kong a répété à maintes reprises que le projet était à prendre ou à laisser. Aucune nouvelle négociation n'étant envisagée à ce stade, l'impasse politique est totale. L'impact immédiat de ce veto, c'est que le gouvernement de Hong Kong n'a pas d'autre voie que de reconcentrer son énergie et son temps sur la question des conditions de vie et en particulier sur les aides sociales et la politique du logement. Ces sujets ont vraiment besoin de toute l'attention du gouvernement de Hong Kong dans les années à venir. Que pour les pro-démocraties, comme pour le gouvernement de Hong Kong, et même pour Pékin, il est temps de soigner ces blessures politiques. Les divisions politiques ont éclaté au grand jour à l'automne 2014 lorsque des dizaines de milliers de militants pro-démocratie ont paralysé une partie de la ville plus de 2 mois durant, donnant naissance au désormais célèbre mouvement des parapluies. Ce sera tout donc pour ce rendez-vous des informations. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous vous disons à bientôt pour une autre édition.